L'obscurité vire doucement en grisaille laiteuse. Au lever du jour, les tirailleurs sont prêts. Agenouillés derrière les sacs qui protègent leur point d'appui, ils attendent l'ordre de Martinez pour jeter les brancards sur les barbelés qui entourent les ruines de la chapelle. Il leur faudra ensuite les escalader avant de se jeter au-devant des Allemands. Leroux est livide. À ses côtés, Abdelkader déglutit difficilement. Son regard s'attarde sur les visages tendus des autres bleus, leurs mains crispées sur les armes. Saïd transpire. Messaoud examine la pente abrupte menant au sommet. Mokhtar récite pour lui-même un verset du Coran. Le sergent s'approche de ses caporaux à croupe-ton. Il leur glisse une ultime recommandation. Si vous voulez être vivant ce soir, il faut voir le premier, tirer tout de suite et ne jamais vous arrêter. Il consulte ensuite sa montre, signifie d'un hochement de tête à Abdelkader et Leroux qu'il est temps. Puis, il saisit un brancard et hurle. En avant, Zidoul Godem. Alors qu'il s'empare à son tour d'un brancard, Abdelkader sent son cœur se comprimer dans sa poitrine. Yallah! D'un seul mouvement furieux, les soldats se précipitent au-delà des barbelés. Au même instant, répondant à l'ordre d'assaut, une centaine de voltigeurs sénégalais et maghrébins se lançaient vers les lignes allemandes. Martinez fonce vers l'ennemi. Sa course, imprévisible, le fait filer de rocher en rocher, d'abri provisoire en exposition fatale. Exagérément courbé et contracté, Abdelkader le suit difficilement. Il trébuche, risque un coup d'œil honteux aux hommes qui le suivent, mais trouve un encouragement fraternel dans le regard de Mokhtar. Atteignant un ensemble rocailleux plus protecteur, il cherche à reprendre son souffle. Il est alors saisi par le silence oppressant qui semble s'être abattu sur les lieux. Au plus fort de ce calme étrange retentit soudain le cri d'un goumier qui vient de repérer un blockhaus dissimulé dans la pierraille. Mais l'alerte vient trop tard. L'homme est immédiatement tué par une décharge de mitrailleuse. Et avec lui, une demi-douzaine de silhouettes sanglantes, secouées de convulsions, s'écroulent sous le regard terrifié de leurs camarades. Le groupe d'Abdelkader se réfugie avec lui derrière les rochers. Les tirs font voler les pierres tout autour d'eux. Plus avant, Leroux et ses hommes qui ont rejoint le sergent installent le fusil mitrailleur sur son trépied. Martinez hurle. « Belaïdi, avance !» Mais Abdelkader, assourdi par le crépitement infernal, le dos plaqué contre la roche, reste paralysé par la peur. Mokhtar le voit. Il quitte son abri et rampe vers le caporal. « On va se faire tuer si on reste là. En avant, mon frère. » Il étend son bras vers lui pour l'inciter à se relever quand une explosion souffle Abdelkader plusieurs mètres en arrière. Un nuage de caillasse retombe, recouvrant à peine les membres disloqués du vétéran, déchiquetés par un obus de mortier. Le caporal est couvert de sang. Empli de rage et d'effroi, il se lève d'un bond, entraînant à sa suite Saïd, Messaoud et les deux autres anciens, tous gagnés par la fureur. Munis de jumelles, des officiers français observent la périlleuse ascension depuis un piton protégé loin sur les arrières. La progression des voltigeurs se fait au-devant des décharges des mitrailleuses, puis qui révèlent successivement par leur fumée spasmodique les positions des batteries allemandes à flanc de montagne. Un radio communique les cotes de ces batteries au capitaine d'artillerie et les canons
pointés vers les sommets, se mettent à cracher le feu. Les obus filent vers les cibles, s'écrasent sur elles dans un bruit assourdissant. Les casemates explosent. Goumiers et voltigeurs se couchent dans la poussière au milieu d'une pluie de pierres et de corps démembrés. Un tir mal calculé s'abat trop près de Martinez et de sa section, renversé par le souffle de l'explosion, assommé par les gravats. Le sergent hurle dans une radio. Allongez le tir, on le reçoit sur la gueule. Tout autour, la terre continue de vibrer. Puis soudain, les bombardements cessent. Des coups de sifflet retentissent, suivis des cris des fantassins et des tirailleurs. Restés à l'abri d'une tranchée, une nouvelle vague d'hommes monte à l'assaut. Martinez et ses caporaux, pris dans un flot de soldats, s'élancent à leur tour et grimpent en direction d'un bunker ennemi. Devant eux, un groupe de fantassins est décimé par le canon d'une mitrailleuse allemande qui tressaute au milieu des ruines. Le sergent crie à ses hommes de ne pas s'arrêter. « Visez bien le bonhomme, ne tirez pas n'importe où, visez la tête. » Dans la confusion, le sergent dérape sur une pièce de métal calcinée et se retrouve soudain exposé au tir. Ali, le plus âgé des vétérans, se précipite au-devant de lui. « Chef, tu ne dois pas mourir. » À peine a-t-il pris sa phrase qu'une rafale l'atteint en pleine poitrine. Il tombe en arrière, alors que Martinez se jette à terre pour échapper au tir. Saïd dégoupille une grenade et il se concentre pour compter. 1, 2, 3, 4. Puis il lance, d'un geste précis fulgurant. Elle file dans la fenêtre de tir de la mitrailleuse. Une terrible explosion secoue le sol. Le grenadier saisi regarde la fumée qui s'élève d'entre les pierres. Sans attendre, Martinez pénètre dans la casemate, rejoint bientôt par Abdelkader et Messaoud. Encore éblouis par la lumière du jour, ils avancent lentement, s'habituant peu à peu à l'obscurité. Devant eux, leur ennemi gise sur le sol, déjà mort ou agonisant, inoffensif et pitoyable. L'odeur de charnier les prend à la gorge. Le sergent leur fait signe de ne pas s'attarder. Alors que le caporal s'éloigne rapidement, un cri étouffé arrête Martinez et Messaoud. Ils se retournent, tous deux vers un angle de mur effondré. Saïd est là, et sur sa gorge, le couteau d'un soldat allemand aux yeux fous de terreur, le visage tordu entre panique et imploration. Messaoud le met en joue, mais n'ose tirer, craignant de blesser le grenadier. Soudain, un coup retentit. L'Allemand s'affaisse derrière Saïd, qui se retourne lentement hagard. C'est Martinez qui a tiré. Le grenadier bredouille un mot de remerciement au sergent, mais celui-ci ne l'écoute pas et le coupe brutalement. « Allez, fonce, il faut retrouver les autres. » Martinez a filé vers le sommet de la montagne, obscurci par un nuage de fumée et de poudre. Loin, devant lui, là où se livrent les derniers combats, Abdelkader est pris pour cible par les défenseurs du dernier fortin allemand. Il se jette dans une tranchée, aussitôt rejoint par Omar, un des vétérans. Dans leur chute, ils s'écrasent contre 2 goumiers qui les ont précédés là, en attendant de tenter une sortie. Les 4 hommes sont accroupis, assommés par le grondement des explosions. Soudain, 2 soldats ennemis surgissent au détour de la tranchée. Ils n'ont pas le temps de réagir que les goumiers les mitraillent. Abdelkader et Omar, qui ont repéré une ouverture en direction du fortin, se sont mis à l'affût et tirent dès qu'ils croient deviner un mouvement. Yassir, l'un des 2 goumiers, géant aux yeux bleus perçants, désigne le cadavre d'un des soldats ennemis à son coéquipier et frère cadet. « Ouvre sa bouche, Larbi. » Le jeune goumier s'accroche au regard sans crainte de son aîné. Il tire à lui le corps encore chaud
et appuie sur les joues de l'Allemand, un homme massif d'une 40aine d'années. Au fond de la gorge, dans un bouillon sanglant, il distingue quelques molaires couronnées d'or. Sans hésiter, Yassir fracasse la dentition du mort d'un coup de crosse. Il récupère l'or, puis s'intéresse à la chevalière de l'Allemand. Dans le vacarme des tirs, Abdelkader, révulsé, le voit couper le doigt du cadavre. « Qu'est-ce que tu fais ? On est des soldats, pas des bandits. » Le goumier darde ses yeux clairs sur le caporal, prêt à en découdre. Omar s'interpose entre les deux hommes. Les goumiers ont droit à la razzia, caporal. Abdelkader et Yassir se toisent. Une explosion d'obus, suivie d'un sifflement menaçant, interrompt l'intercation. Les hommes s'enfuient, échappant de justesse à l'explosion qui ravage la tranchée. Quand la fumée se dissipe, fantassins et tirailleurs se précipitent, baïonnettes en avant, et encerclent une vingtaine de soldats allemands qui sortent du fortin, défaits, les mains en l'air. La victoire n'est pas loin. Au sommet de la montagne, un Sénégalais plante le drapeau français dans le sol labouré par les tirs. Les trois couleurs claquent dans le vent qui emporte débris et cendres. Le calme est revenu. L'état-major allié s'est déjà installé dans ses nouvelles positions et un général français considère en silence le théâtre meurtrier des opérations. Les hommes exténués, le regard vide, redescendent lentement de la montagne. Dans la vallée, des muletiers emportent les blessés et les morts sur des brancards fixés au flanc de leur bête. Ils cheminent entre les cratères qui trouent maintenant le champ de bataille, parmi les soldats qui pleurent et se lamentent. « Mon frère, mon frère !» Un jeune tirailleur cherche en gémissant les restes de son cadet. Il fouille un amas de pierres, découvre un bras. L'homme hésite à reconnaître le membre mutilé. Puis, il le prélève et avec soin le place dans sa musette. Enfin, il continue sa recherche. Les yeux démesurément agrandis, rivés au sol. Un groupe d'officiers parcourt cette terre éventrée, parmi les restes d'arbres calcinés. Derrière eux, un journaliste accablé par le massacre reconnaît le colonel, un homme longiligne, à la mine préoccupée, qui monte dans sa jeep. Il presse le pas pour le rattraper. « Combien de pertes, mon colonel ?» L'homme le regarde impavide. « C'est une magnifique victoire. » « Oui, mais quelles sont les pertes du régiment, mon colonel ?» Écrivez ça. À Monte Cassino, la France a reconquis sa place et la confiance des Alliés. Le journaliste renonce, hoche la tête. Une dernière photo dans la pose du vainqueur et la jeep du colonel s'éloigne, dépassant Martinez et ses hommes couverts de suie, de poussière et de sang. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.